Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes le 1er juillet 2026. Aujourd'hui, j'avais envie d'intituler ma mondoscopie Iran-Ukraine, la guerre comme choix et comme horizon. Bon, puis je me suis calmée et je me suis dit que quand même si, comme moi, on se targue de regarder la réalité en face le plus froidement possible, sans idéologie, même si voilà, on cherche à voir les faits et à les mettre en perspective et dans un contexte, on reste toujours, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu constructif, en tout cas de vouloir l'être, c'est-à-dire de regarder malgré tout ce qui avance, les ouvertures, même dans les conflits les plus durcis en fait. Les signes de dialogue, on les traque, hein, les signes d'intelligence de situation, les signes de tout ce qui pourrait être un peu plus positif et nous sortir du marasme et de la mouise dans laquelle on se trouve. D'une manière générale, je parle du monde tout entier, évidemment du pôle occidental en particulier. Bref, on essaie quand même de combattre le désespoir et la confuse impression, mais qui est quand même lourde, que toutes ces négociations, toutes ces navettes, tous ces gens, tous ces médiateurs ne sont finalement que les comédiens d'une triste mascarade et d'une suite de diversions, de pièges. Bon, voilà. Et on voit les drapeaux rouges, on voit les choses qui clochent, on voit les choses qui ne paraissent pas très bien engagées quand même, ou contradictoires avec ce qui est dit. Mais bon, voilà, on essaie quand même de combattre ça. Et on se dit que le choix presque systématique de la plus mauvaise décision, de la politique du pire, hein, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, ça n'est peut-être pas une fatalité, que ça va s'arrêter à un moment donné, qu'on va choisir une voie plus constructive vers un espèce d'apaisement, la paix, bon c'est un idéal, mais au moins l'apaisement des conflits et surtout la protection des peuples qui sont quand même invariablement les victimes et qui font les frais de près ou de loin de notre entêtement à vouloir toujours tout, finalement. Mais dans le cas présent, il est quand même difficile d'alimenter notre espoir, si vous voulez, de le nourrir, parce qu'on est face à une telle volonté de destruction de l'ennemi désigné, de l'ennemi quand même très largement construit, hein, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, bon, on se dit, mais enfin, c'est quand même toujours l'alpha et l'oméga de notre politique occidentale, et rien ne va jamais avancer, et tout va continuer à se dégrader. Bon, ça ne veut pas dire naturellement que les autres sont des anges, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne croyez pas que je sois justement manichéenne, c'est tout sauf mon attitude. Le calcul, la rouerie, les pièges, la mauvaise foi, le mensonge, l'omission, il y en a de tous les côtés naturellement, mais moi j'ai tendance à penser qu'on a quand même un peu la palme, et depuis longtemps. Donc il y a une évidence sur le dossier ukrainien comme sur le dossier iranien, il n'y a pas une once de bonne foi en fait dans les propositions occidentales. Et la grande question, c'est mais quel est l'objectif recherché? On ne peut pas détruire tout ce qui ne nous convient pas sur cette planète. Donc, dans cette espèce de prétendue recherche de la désescalade par l'escalade permanente, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Est-ce que c'est certainement pas la paix, ça c'est évident. Donc c'est quoi? C'est l'argent, c'est nourrir le complexe militaro-industriel, nourrir les marchands d'armes, nourrir le globalisme, nourrir les banques, nourrir quoi? Est-ce qu'on croit avoir affaire face à nous à des enfants qui nous croiraient alors qu'on continue à leur mentir? Bon, je me dirais quand même, ils paraissent parfois assez crédules. Mais bon, tout ça est bien triste, mais il faut malgré tout essayer d'y voir clair. Donc je vais commencer par l'Iran, par vous dire que bon, manifestement, ce Memorandum of Understanding, comme je l'avais d'ailleurs dit après sa signature, c'est une trêve, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas évidemment un accord de paix, mais ça ne prétendait pas l'être, mais ça n'est même pas un cadre
vaguement respecté, n'est-ce pas? Et en tout cas vaguement respecté par la partie américaine, je suis désolée, parce que c'est quand même eux qui ont commencé par pétarder déjà le point numéro 1 du MOU, qui était le retrait d'Israël du Liban, en fait. Et là, on voit bien que non seulement Israël ne se retire pas, mais a l'intention de rester, Netanyahou le dit extrêmement clairement, et que donc, déjà, le point, si vous voulez, tous les points du MOU, ils dépendent les uns des autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à ne pas être respecté, il y en a d'autres en l'espèce. Hein, les avoirs iraniens ne sont pas dégelés. Donc le Liban, ça ne va pas. Il y a eu cet accord tripartite entre Israël, les Américains comme soi-disant médiateurs, et le gouvernement du Liban, bon, qui est de manifestement extrêmement bonne volonté, même trop bonne volonté vis-à-vis d'Israël peut-être. Mais en tout cas, voilà, cet accord, c'était soi-disant un accord qui confiait aux forces armées libanaises, tenez-vous bien, les forces armées libanaises, je suis désolée, mais c'est pas grand-chose. Et surtout, elles n'ont absolument pas les moyens de désarmer le Hezbollah. Or, c'est ce qui leur a été confié. Donc, c'est une manière, si vous voulez, d'arriver très vite au constat que ça ne marche pas. D'ailleurs, le Hezbollah refuse lui-même d'être désarmé, donc c'est clair. Et de toute façon, les forces libanaises ne peuvent pas le faire. Et donc on dit, si elles ne peuvent pas le faire, alors Israël, qui doit constater la bonne mise en œuvre, n'est-ce pas, de cet accord, en tirera les conclusions qui s'imposent, et donc, le cas échéant, évidemment, pourra rester là où il est s'il considère que les forces armées libanaises n'ont pas fait leur boulot. Mais évidemment, elles ne peuvent pas le faire, concrètement. Donc, si vous voulez, là, on s'est mis en situation, là aussi, d'échec, en fait. Et de pouvoir dire, écoutez, ça n'est pas possible, donc Israël reste là. Et si Israël reste là, évidemment, l'Iran considère que le point très important, le premier point de ce MOU n'est pas respecté. Un autre point, évidemment, qui n'est pas respecté, c'est Hormuz, puisqu'il est dit dans le MOU que c'est à l'Iran et pas aux Américains, et pas aux Omanais, et à personne d'autre qu'à l'Iran, en fait, de déterminer et de contrôler les passages, de donner les routes, si vous voulez, par lesquelles passeront les navires qui, à travers le détroit d'Ormuz. Or, que s'est-il passé? Immédiatement après la signature, les Américains Rubio est allé aux Émirats, il est allé, je ne sais plus où, Bahreïn. Il est allé dans un certain nombre de pays de la région et il a fait en sorte de convaincre, en tout cas dans un premier temps, les Omanais, Oman, puisque vous savez que le détroit d'Ormuz, je vous l'ai déjà expliqué, c'est en fait, c'est pas international, il y a les eaux iraniennes et il y a les eaux omanaises, voilà. Et donc les Américains essaient en fait de contourner l'atout considérable que constitue le contrôle par l'Iran de cette passe, parce que c'est dans la partie iranienne que c'est le plus facile, bien sûr, de passer pour les navires, pas dans la partie omanaise. Et donc, ils ont essayé de circonvenir les Omanais pour que ça passe par Oman, par la partie omanaise du détroit. Voilà. Ce qui est une manière, bien sûr, de neutraliser, en fait, le contrôle iranien. Ça, c'est un fait, sauf que le contrôle iranien, les Américains l'ont signé, en fait, l'ont accepté dans ce MOU. Donc là aussi, si vous voulez, ils mettent en morceaux, en fait, le Memorandum of Understanding, tout simplement. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Donc l'Iran a répliqué, les Américains ont tapé l'Iran, les zones côtières, les Iraniens ont retapé. Alors ce qui est très amusant, c'est là qu'on voit que Donald Trump, en fait, essaie de gagner du temps, peut-être pour réarmer, peut-être jusqu'aux midterms, peut-être, on ne sait pas très bien, parce que on a quand même l'impression que la Maison-Blanche est un peu un poulet sans tête par moment. Il y a des déclarations dans tous les sens, ils sont toutes contradictoires les unes avec les autres, donc c'est quand même pas la peine de faire la liste, si vous voulez, c'est tellement n'importe quoi. Et donc, on voit bien que Trump, ce qui l'intéresse, c'est surtout les marchés, c'est surtout le prix du baril, c'est surtout d'essayer de maintenir l'économie américaine hors de l'eau, en tout cas de maintenir cette illusion de prospérité, parce que comme ça a été rappelé par certains, et notamment par le colonel McGregor, qui est quand même quelqu'un qui dit
pour faire une litote qui ne dit pas que des bêtises sur à la fois le conflit au Moyen-Orient et le conflit ukrainien depuis des années, et tout ce qu'il dit eh bien, se trouve confirmé dans les faits. Bon, ben, McGregor, il a rappelé quand même que au premier trimestre alors de 25, mais moi je ne sais pas si c'est 25 et pas 26, la croissance américaine était négative. Donc, si vous voulez, Trump, ce qu'il veut, c'est que les marchés ne partent pas dans tous les sens. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il frappe après la fermeture des marchés. Et les Iraniens, eux, qui veulent montrer qu'ils ne se laissent pas faire, malheureusement, n'attendent pas la réouverture des marchés pour frapper en retour, si vous voulez, ils ripostent tout de suite. Bon, donc il y a tout ce jeu qui est un jeu délétère, qui est un jeu extrêmement dangereux, bien sûr, qui est un jeu qui fait les plus grandes satisfactions, bien sûr, du côté israélien, mais qui quand même continue à mettre l'économie mondiale en fait sous grande tension et sous possible récession, sans même parler de la question de la guerre elle-même et de l'embrasement possible de la région. Donc on a ce jeu qui fait que bon ben on est très très mal parti en fait, même pour tenir peut-être les 2 mois, et on a l'impression que d'ailleurs du côté iranien aussi, eh bien on refourbit ses armes parce que rien n'est fini. C'est ce que j'avais dit tout de suite après le MOUJ, j'avais dit c'est une trêve, voilà, c'est un moyen de gagner du temps. Eh bien, pour voir où tout ça va aller et pour que Trump puisse aussi voir quelle est sa latitude, quelle est sa marge de manœuvre. Manifestement, il est clair que Benjamin Netanyahou n'obéit pas à ce qu'il lui demande. Est-ce qu'il le lui demande vraiment? Autre question, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, pour l'instant, le Liban est très très loin d'être sorti d'affaire, le Hezbollah est toujours là, l'Iran est toujours sur le pied de guerre, et les Américains n'ont absolument pas l'intention d'entrer dans une véritable négociation avec les Iraniens. Alors évidemment, ils ont signé ce MOU, mais parce que Trump n'avait pas le choix, vu la défaite qu'il a quand même prise, si vous voulez. Donc il est allé un peu à Canossa, mais maintenant, eh bien, comme d'habitude, dans beaucoup de processus de négociation, n'est-ce pas, les Américains, tout de suite après avoir signé quelque chose, c'est ce qui fait que plus personne ne croit en leur signature, eh bien, commencent à frapper, à détruire, à chercher à affaiblir celui avec lequel ils viennent soi-disant de s'entendre sur quelque chose. Bon, même de limiter. Donc là, on est quand même mal parti, si j'ose dire. L'avenir est sombre. Les Iraniens savent très bien que les Américains veulent leur perte, en tant qu'État, en tant que régime, en tant que marché. Alors là, ce n'est pas la perte qu'on veut, au contraire, on veut capturer le marché iranien sans doute, ce que les Israéliens ne veulent pas, ou alors vraiment à leurs mains. Les gardiens sont toujours, à mon avis, solidement aux manettes. Et donc, eh bien, voilà, on aura la suite au prochain numéro, si vous voulez, si j'ose dire. Mais il faudrait que l'Iran arrive à s'entendre avec les Émirats arabes unis, qui ont très mal joué dans cette guerre au départ, qui se sont prêtés au jeu américain et qui ont eu de fortes ripostes contre eux-mêmes, à Dubaï et ailleurs. Il faudrait que les Émirats, en fait, rendent leur argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent iranien, rendent leur argent aux Iraniens, que les Iraniens s'engagent à ne pas les frapper en retour. Il faudrait aussi que les Saoudiens ne se prêtent pas au jeu américain pour qu'il y ait une relative stabilité. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va repartir en vrille. Et le centre de gravité, comme l'explique très bien Douglas McGregor, que je vous invite à écouter fréquemment, moi je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il dit, je dois dire, depuis très longtemps. Le centre de gravité, on voit bien qu'il se déplace maintenant du fait des déclarations israéliennes, il se déplace clairement vers la Syrie et vers la Turquie, puisqu'Israël a déclaré il y a déjà quelques semaines que le prochain ennemi, eh bien, c'était la Turquie.
rien moins que cela. Mais enfin, la Turquie, c'est quand même c'est un poids lourd, hein, c'est énorme, et c'est une puissance de l'OTAN aussi, accessoirement. Donc c'est une puissance qui joue, comme vous le savez, le président Erdogan, depuis des années, joue sur tous les tableaux. Voilà. Il considère que c'est même pas du polyalignement, voilà, il essaie d'obtenir le maximum de chacun. Bon. Alors, il y a des moments où ça frite un peu, hein, il y a de la friction, notamment entre la Russie et les États-Unis. Bon, mais il est extrêmement habile malgré tout, il est en même temps vulnérable sur certains points, donc il essaie toujours d'obtenir à la fois des Russes, des Chinois d'ailleurs, des Américains, un maximum de choses. Il se sert de sa capacité de nuisance, il s'est servi de sa capacité d'influence, à la fois en Asie centrale, en Syrie bien sûr, dans le Caucase avec l'Azerbaïdjan et Israël. Là pour le coup il a joué un jeu convergent avec les intérêts israéliens. Mais là, on voit bien que, comme évidemment c'est les frères musulmans, c'est donc l'appui au Qatar, et que le Qatar est voué aux gémonies par Israël, là maintenant, on a l'impression que le centre de gravité, finalement, comme les Américains et les Israéliens n'y arrivent pas, j'allais dire au sud, ils se rebalancent vers le nord, vers la Turquie. La Turquie, c'est un gros morceau, c'est un très gros morceau. Qui pourrait ne plus peut-être céder aux incitations sonnantes et trébuchantes, notamment occidentales, américaines, israéliennes. Voilà, donc si vous voulez, la situation au Moyen-Orient est quand même toujours extrêmement grave, et la question américaine reste toujours la même, c'est comment protéger Israël de ce désastre, parce que si Israël maintenant commence à menacer la Turquie, à essayer de gêner la Turquie, etc., ça ne va pas bien se passer. Voilà. Alors, est-ce que l'idée américaine est de nouveau d'utiliser les Kurdes, d'utiliser je ne sais quoi, d'autres minorités pour continuer à essayer de gêner l'Iran ou peut-être de gêner les Turcs à certains endroits via les minorités kurdes de tous les pays là, de la zone? Ça n'est pas improbable, mais vers quoi ça nous mène, encore une fois? Bon. Deuxième point, la Russie et l'Ukraine, enfin le dossier ukrainien. Là aussi, on mesure quand même chaque jour la profondeur de la haine occidentale vis-à-vis de la Russie, la volonté de faire tomber ce régime, la volonté de fragiliser et de le faire tomber vraiment, la volonté de casser la Russie, la volonté d'assurer cette fameuse défaite stratégique de la Russie dont Vladimir Poutine, quand on l'entend, dit « mais ça ne marchera pas, vous faites fausse route, vous jouez avec le feu, mais vous faites fausse route ». Voilà, ça c'est les déclarations de Poutine. En tout cas, encore une fois, c'est pas mon avis, c'est ce que dit le président Poutine. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'il raconte, s'intéresser un peu à ce que disent les Russes, au débat dans les cercles dirigeants russes, parce que ça peut avoir des conséquences sur l'avenir du conflit ukrainien, mais aussi sur la sécurité européenne, mais aussi sur la relation avec les États-Unis, mais aussi sur l'ensemble des équilibres du monde, la relation avec la Chine, etc., etc. Donc il faut quand même s'intéresser, je le prétends et je continue à le croire, à ce que pensent et ce que veulent et ce que comprennent ou ne comprennent pas les Russes d'ailleurs de ce qui est entrepris contre eux. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une montée des tensions occidentales à l'initiative occidentale, bien sûr, à travers l'Ukraine et à travers cette fameuse guerre des drones. On parle quand même de quelques milliers de drones depuis les quelques semaines. Si on remonte à 2-3 mois, je pense que j'ai pas compté, j'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est des milliers et des milliers et des milliers de drones. Alors évidemment, la plupart sont annulés, si vous voulez, sont neutralisés par les défenses antiaériennes russes. Mais enfin, il y a cette fameuse guerre des drones qui, manifestement, sera en train de faire basculer le conflit et basculer l'Ukraine vers les sentiers de la victoire. Bon,
Là, je pense que là, on est vraiment dans une opération, dans l'infovoir, hein, comme on dit, la guerre de l'information, les opérations psychologiques, parce qu'en fait, il s'agit de faire diversion, et c'est clair, et ça se voit très très bien d'ailleurs dans nos médias, où on parle pendant des demi-heures entières de cette guerre des drones, des frappes sur la Russie. On trouve ça formidable, y compris quand ça touche très délibérément des cibles civiles, etc. Bon, on trouve ça très 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 bien. Mais alors, il n'y a plus un mot sur ce qui se passe sur la ligne de front. Et pour cause, parce que ce qui se passe sur la ligne de front, évidemment, c'est pas joyeux, c'est même très grave en fait pour les forces ukrainiennes et pour les soldats ukrainiens. Enfin, je ne sais pas si ça nous préoccupe vraiment. Donc là, Poutine en a parlé. Là, il a donné une grande interview il y a 2-3 jours à un journaliste assez connu, et il a détaillé par le menu, un peu comme un chef militaire, même s'il est chef des armées, il n'est quand même pas officier, si vous voulez. Enfin, c'est pas un militaire. Mais il a détaillé par le menu les avancées de ces divers groupes de forces, hein. Et je vous invite à voir cette interview, parce que si je commence à expliquer par le menu, on va m'expliquer que je relais la propagande du Kremlin. Mais enfin là, ce n'est pas de la propagande, c'est des faits, des choses très, très vérifiables, et que d'ailleurs on connaît, on sait très bien, puisqu'on n'en parle pas, on essaie d'escamoter cette réalité. Donc il a expliqué en gros que ben voilà, les forces se poursuivaient. Mais le problème n'est pas là, et c'est pas de ça que je veux vous parler. Donc, si vous voulez, on essaie de faire diversion de cette tragique réalité militaire du terrain qui est au désavantage de l'Ukraine de manière flagrante. Donc, on peut dire que la Russie, si vous voulez, gagne toujours militairement sans... Il n'y a pas photo. Bon, on n'en parle pas dans les médias, etc. Bon, très bien. Alors, les Ukrainiens, donc, essayent, avec la guerre des drones, mais aussi avec des menaces, du chantage ouvert, en fait, notamment vis-à-vis de la Biélorussie, eh bien, d'étendre le front, d'ouvrir un deuxième front, c'est-à-dire qu'ils demandent, le président, enfin, Volodymyr Zelensky, a lancé une sorte d'ultimatum à la Biélorussie. Je crois qu'il lui avait laissé 8-10 jours, enfin, on y arrive, là, en disant, mais écoutez, si vous n'arrêtez pas d'aider la Russie, c'est nous qui allons vous aider à vous arrêter, en fait. Donc nous allons commencer à vous frapper. Alors il y a eu une frappe, hein, il y a eu, enfin c'est dans la région de Briansk, mais ça a touché des jeunes sportifs, enfin des civils, un bus en fait de jeunes civils biélorusses. Bon, et voilà, ça, les Biélorusses en ont parlé au Conseil de sécurité, dans un silence bien sûr assourdissant, ça ne choque personne. Bon, mais ça c'est la suite de cette guerre qui a commencé en 2014, hein, à vrai dire. Donc la question, en fait, c'est que toute cette opération, toute cette diversion, toute cette guerre des drôles, tout ce brouhaha qu'on entend depuis longtemps, qui est donc décalé par rapport à la réalité militaire sur le terrain, sur la ligne de front, qui est à l'avantage écrasant de la Russie, ça vise quoi? Ça vise, parce que l'objectif, oui, c'est faire tomber la Russie, mais dans un premier temps, l'objectif, c'est de faire perdre aux Russes leur quiétude, leur relative sérénité, leur résilience, leur sens de la normalité, si vous voulez. Ils ont quand même l'impression de vivre dans un pays normal, où on peut vivre normalement. Donc toutes les frappes, par exemple, sur les installations pétrolières, avec des drones qui sont programmés pour faire le plus de fumée possible d'ailleurs, pour que ce soit bien spectaculaire. Et tout ça, ça fait qu'il y a alors soi-disant des pénuries de carburant. Manifestement, ça n'est pas le cas, enfin, d'après ce que je comprends, d'après les gens sérieux qui en parlent. En revanche, il y a une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire un peu comme chez nous au moment du Covid, du confinement, etc. On se mettait tous à acheter des pâtes et Dieu sait quoi, du papier toilette, en quantité déraisonnable.
Et c'est un peu ce qui se passe aux pompes, en tout cas dans certaines parties de la région. Bon, il y a aussi des endroits où on montre des images qui ne sont pas du tout des images de cette région. Bon, voilà. Voilà. Donc on essaie de faire perdre aux Russes, en tout cas, c'est clair, les Ukrainiens essaient de faire ça, aidés par les Occidentaux, ce sens de la sécurité, de la normalité, et ce sens aussi de leur faire perdre cette confiance qu'ils ont finalement dans le pouvoir russe, dans le Kremlin, dans le chef, hein, Vladimir Poutine, qui serait à même de les protéger. Donc là, il y a toute l'affaire de la Crimée. L'idée, c'est de reprendre la Crimée maintenant. Enfin bon, si vous voulez, tout ça, et si c'était pas aussi triste et si ça se traduisait pas par autant de morts, ce serait un peu comique en fait. Mais là, ça ne l'est pas, clairement, bien sûr. Mais bon, donc l'idée d'affaiblir le régime, n'oubliez pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qu'il y a des élections législatives à l'automne, en septembre, et qu'il s'agit de mettre Poutine, en fait, et son parti Russie Unie en difficulté. Alors vous me direz, oui, mais il va truquer les élections, et je ne dis pas que ce n'est pas possible. Enfin là, s'il est trop affaibli, il va falloir les truquer considérablement. Ce sera plus compliqué. En tout cas, cette guerre de l'information est quand même délétère parce qu'elle vise à toucher la confiance que le peuple doit conserver dans son chef. Dans nos pays, c'est différent parce qu'on sait que nos élites politiques sont globalement impuissantes. Ce ne sont pas des élites, ne sont pas des gens en charge parce qu'il y a l'européisme, c'est l'Europe qui décide, c'est l'Europe qui fait ci, c'est l'Europe qui fait ça. Mais en Russie, c'est quand même le tsar, voilà, qui doit montrer qu'il sait où il va, qui doit aussi admettre les difficultés. Alors de ce point de vue-là, Vladimir Poutine joue toujours très habilement. Dans cette interview, toujours, il a reconnu les problèmes. C'est-à-dire, on maquille pas la misère, si vous voulez. Donc il a dit, oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, y compris pour l'essence, y compris sur la Crimée, y compris... voilà. Je comprends que mes concitoyens s'inquiètent, mais nous allons prendre des mesures et tout ça va revenir à la normale. Donc il a essayé de faire son job d'assurance et de réassurance. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une guerre à la fois concrète donc, et symbolique, qui est menée via l'Ukraine par l'ensemble de l'appareil militaro-politico-industriel occidental à la Russie, et c'est très grave. Mais la question c'est, est-ce que Poutine comprend comment est-ce qu'il va réagir face à cela? Parce que là, je pense qu'on est... Alors, ça date depuis Noël, hein, ça date même du moment des fêtes, là, de la tentative d'assassinat sur ce... On s'imaginait qu'il était à Valdaï, etc. Je vous en ai aussi déjà parlé. Comment peut-il réagir? Est-ce qu'il a compris, en fait, comme moi je suis en train de le comprendre, après avoir cru le contraire, qu'il n'y aurait probablement pas d'accord sérieux, véritable, de bonne foi, si vous voulez, entre les États-Unis ou les Européens encore moins et la Russie, hein, et bien sûr l'Ukraine, est-ce qu'il a compris qu'il n'y avait aucune chance en fait? Est-ce qu'il est capable de changer son fusil d'épaule? Parce que depuis le début, que se passe-t-il? Il avance lentement, très lentement, non seulement pour économiser ses pertes, ses hommes, et puis parce qu'il ne veut pas, contrairement à ce qu'on a raconté, l'ensemble du pays, surtout pas l'Ouest, mais il laisse du temps, si vous voulez. Il y a eu vraiment une volonté d'attendre. Il y a eu une véritable, comment dirais-je, un acquiescement à l'idée d'un accord avec les États-Unis. C'était tout l'esprit d'Anchorage, la rencontre d'Anchorage, hein, qui a bel et bien vécu elle aussi. Même Rubio explique que non, en fait, il n'y a pas d'accord, il n'y avait rien, que rien n'a été... Enfin, entre Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, là, ils ont ils ont manifestement des interprétations diamétralement opposées de ce qui s'est passé à Anchorage.
Voilà, il y en a un qui dit si, on s'est entendu, mais la condition, c'était bien sûr que le président Trump soit capable et veuille faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'on arrive à un accord territorial où nous aurions arrêté l'avancée de nos troupes dans les oblasts de Kherson et de Zaporizhia en échange d'un retrait des forces ukrainiennes total de Donetsk et de Louhansk. Bon, et Rubio qui dit non, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bon, alors maintenant Poutine dit bon, alors s'il n'y a pas eu d'accord à Anchorage, s'il n'y a rien, donc nous ne sommes tenus strictement plus par rien. C'est pas une bonne nouvelle, hein, de mon point de vue. Voilà, si on considère la réalité du rapport militaire de force sur le terrain. Bon. Donc la question c'est est-ce que Poutine comprend que la guerre qui lui est menée est une nouvelle guerre froide 2.0, que ça ne s'arrêtera pas, et qu'en fait, il doit faire quelque chose pour rétablir d'une certaine manière sa crédibilité, non seulement vis-à-vis des Ukrainiens et du pouvoir ukrainien surtout, parce que les forces ukrainiennes, je pense que c'est autre chose, elles savent à qui elles ont affaire, mais du pouvoir ukrainien, mais surtout vis-à-vis des Américains pour qu'ils fassent pression sur ce pouvoir ukrainien pour que ça s'arrête à un moment donné. Parce que sinon, ça va très très mal se terminer, non seulement pour les Ukrainiens, mais bien sûr pour tout le monde, à vrai dire, pour les Russes, pour les Européens, pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il a conscience de ça? C'est la grande question. Et s'il a conscience de ça, eh bien, il faut qu'il abandonne totalement toute illusion sur un accord et qu'il fasse ce qu'en fait une partie de son état-major semble espérer, parce qu'il est assez frustré de la lenteur imposée de ces opérations, c'est-à-dire démontrer par une accélération forte et sur un certain nombre de points, enfin sur une grande partie du front au moins, sinon sur tout le front, de démontrer eh bien, que les forces ukrainiennes vont juste disparaître, en fait. Donc, ça, c'est dramatique. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui dis il faut que la Russie fasse ci, il faut que Poutine fasse ça, etc. Encore une fois, je pense que c'est logiquement, sans doute, les termes du débat, sinon intérieur, du moins collégial qu'il doit avoir en ce moment avec ce que j'appelle les grands subordonnés, hein, à la fois militaires, diplomatiques, politiques, services, etc. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est en fait, je vous retranscris une analyse à laquelle je souscris totalement, encore une fois celle du colonel Douglas MacGregor, qui vient là de faire une intervention de petite heure, où il explique qu'en fait, Poutine est donc face à... Vraiment, c'est un Rubicon, parce que bien sûr, il y a des risques associés. Il a toujours dit, en fait, qu'il avait, non pas peur, mais qu'il était très inquiet du moment où l'escalade irait si loin qu'il finirait par devoir engager ses forces face à l'OTAN. Mais l'OTAN, au lieu de se dire « oui, c'est vrai, ce serait très très embêtant qu'on en arrive là », se dit « bon, ok, il a peur, c'est une poule mouillée, il a peur, il bluffe. » Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas le même niveau de confiance, en fait, des enjeux et des risques possibles de dérapage d'un côté et de l'autre. Nous, on a l'air de n'attendre que ça, si vous voulez. Bon. Donc, il faut qu'il rétablisse cette dissuasion. Et alors, MacGregor, dans cette interview, fait un rapprochement très historique, très, très pertinent, je trouve. Il rappelle ce qui s'est passé en 1917, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les bolcheviks prennent le pouvoir sur les mencheviks, et où ils engagent des négociations à Brest-Litovsk avec les Allemands, mais ils les engagent pas vraiment de bonne foi, pas très sérieusement, et les Allemands s'en rendent compte. Et à ce moment-là, le grand état-major général, enfin c'était encore l'Empire allemand, hein, le grand état-major général demande à Ludendorff de prendre des décisions, et Ludendorff, le général Ludendorff, donc le chef d'état-major des armées, si vous voulez, de l'époque, décide d'envoyer 400 000 hommes, 400 000 Allemands, vers Moscou, pour remettre la tête à l'endroit des bolcheviks et de Lénine, en l'espèce,
sur le thème, bon voilà, on va vraiment vous faire la peau, quoi. On y va et votre révolution c'est terminé et votre, comment dirais-je, militairement, ça va être très clair aussi. Voilà, vous allez tous y passer. Bon. Et donc MacGregor dit, et que se passe-t-il à ce moment-là? Oui, pardon. Que se passe-t-il à ce moment-là? Lénine dépêche Trotsky dardard et lui dit, tu signes tout ce qu'il faut, tout ce que veulent les Allemands, parce que sinon c'est fini pour nous en fait. C'est fini non seulement politiquement, etc., mais c'est fini, voilà, c'est fini physiquement. Et donc ce que dit MacGregor, en fait, c'est que si Poutine recule devant cette nécessité, c'est-à-dire de passer à un stade supérieur de son offensive contre les forces ukrainiennes ennemies, eh bien, la guerre va durer, va s'enliser, on va continuer nos provocations, comme on continue, comme on le fait, etc., etc. Et il va perdre toute crédibilité, à la fois vis-à-vis de nous et bien sûr vis-à-vis à l'intérieur, avec des conséquences politiques, etc. Donc, en fait, il est vraiment à un moment tout à fait critique de son pouvoir. De son pouvoir, parce qu'en fait, il a beaucoup trop attendu. C'est pas qu'il n'a pas gagné sur le terrain, c'est qu'il a beaucoup trop attendu en espérant qu'il y aurait une issue négociée intelligente qui remette la sécurité européenne à l'endroit de ce conflit et que l'on traiterait, comme ils disent, les deep roots, les causes profondes du conflit et qu'il arriverait à le faire au moins avec les Américains, à défaut de pouvoir le faire avec les Européens, mais que les Européens comprendraient aussi que sans les Américains, bien sûr, l'OTAN est quand même assez difficilement en capacité de réagir. Bon, donc on en est là. Voilà, on en est là, et MacGregor termine en disant, ben oui, c'est aussi un peu comme pendant la guerre civile américaine, le général Grant a pris des décisions absolument terribles à un moment donné, parce qu'il fallait finir la guerre. Et donc si l'autre partie ne comprend pas qu'elle a perdu, mais qu'elle peut perdre encore bien plus, et qu'elle peut finir par disparaître, eh bien ça n'en finit pas. Voilà. Et évidemment, dans le cas présent de la guerre russo-ukrainienne, l'Ukraine est le porte-drapeau, si vous voulez, de l'offensive occidentale qui est derrière elle et qui lui permet d'agir, et qui la nourrit financièrement, etc., etc. Donc j'ai trouvé cette interview vraiment extrêmement intéressante. J'imagine qu'à Moscou, on comprend tout ça, et il y a certainement des courants autour du président russe qui le comprennent. Ce serait bien aussi qu'on le comprenne en Europe, parce qu'on pourrait peut-être éviter d'en arriver là. Voilà, et donc arrêter de vraiment de taquiner sans arrêt, de piquer. Voilà, c'est un peu le supplice chinois là, des mille aiguilles. Voilà où nous en sommes. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous éclaire un peu sur ce qui se passe. Je ne peux pas parler de tout parce que sinon mes émissions seraient trop longues. Elles le sont déjà bien assez, je le sais. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci de liker, de commenter, de me poser des questions, de critiquer ce que j'ai dit, de nous soutenir via Tipeee aussi, c'est très important, parce que voilà, c'est quand même, bon, il y a YouTube, les pubs qui sont à la fois trop nombreuses mais nécessaires dans les émissions, mais enfin voilà, la chaîne vit comme ça, hein, et puis nos partenaires. Donc, il faut absolument qu'on soit bien plus nombreux, il faut que le cercle des amis de paix et guerre soit bien plus riche aussi de membres. Donc voilà, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à le montrer d'une manière ou d'une autre, mais au moins en likant et au moins en vous abonnant et en appuyant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous remercie beaucoup, chers amis, et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Au revoir.